Bonjour Sophie, bienvenue au podcast Le Selena Show! Wouhou! Ben, merci Selena de m'accueillir dans ton podcast. Ça fait plaisir dans mon podcast, dans ma cuisine. Écoute, partout. Oui, et pour l'occasion, bien sûr, j'ai préparé dans mon super cahier Maintenant ou jamais une présentation pour te mettre en lumière. Et ça me fait plaisir de te recevoir en ce lundi 25 novembre, qui est une journée spéciale. Oui, exactement. Donc, c'est la journée, c'est le début des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est la première journée niveau-là. Donc, beaucoup de mobilisation, beaucoup d'enjeux qu'on va parler durant ces 12 prochains jours. Donc, merci de recevoir pour cette journée-là. Ça fait plaisir et tu es tellement une personne idéale à recevoir. Euh, c'est incroyable ta carrière et dans quelques instants, vous allez découvrir ce que mon regard veut dire en ce moment. Sophie, ben là, ça va comme suit, là. Je lis mon cahier, OK? Vas-y, Parce vas-y, je que, t'écoute. attendez, je prends une gorgée d'air, ça y va. Sophie, on s'est connus au primaire dans un cours parascolaire le soir, soit le kinball. Omnikin! Bleu! Wouhou! Puis on s'est revus le 28 septembre 2022 à l'occasion de la Journée mondiale pour le droit à l'avortement. Surprise! Mon regard a croisé le tien et j'ai vu immédiatement ton esprit de sororité, de militantisme lorsque tu t'adresses aux autres militantes, aux médias, la passion dans tes yeux lorsque tu invites les autres femmes à libérer la parole. Tu as assisté à ma conférence dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, des concepts. Et 6 mois plus tard, tu as généreusement accepté de m'accompagner dans l'organisation de cette même conférence, cette fois-ci présentée au Théâtre de la Ville à Longueuil. Ton dévouement, ta générosité, ta bienveillance, ton écoute, tout le temps que tu as passé à faire du montage vidéo pour m'aider, Sophie, tu es une étoile sur ma route. Ben, merci Selena. Toi aussi. Écoute, c'est très ensemble tout ça. Oh, c'est réciproque. C'est très Ça, réciproque. ça part bien les 12 jours, ça. Le deuxième segment de ta présentation pourrait être un épisode en soi. Je fais allusion ici à ton CV, Sophie, parce que là, c'est au départ, OK, je voulais faire un résumé de ton CV puis l'écrire dans mon cahier. Sauf que là, j'ai dû faire un résumé du résumé. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup été un peu partout, en effet. C'est fascinant. On est prêt, tout le monde? OK. Dans tes formations, tu as un certificat en études féministes, un certificat en animation culturelle, un baccalauréat en travail social à l'UQAM. Dans tes expériences, attention, chargé de concertation et de soutien au milieu communautaire, regroupement des tables de concertation de la petite patrie. Tu as été agent de développement et communication à la Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil. Agente de liaison, Office municipal d'habitation de Montréal. Yes. Oh, coup de cœur ici, superviseur externe, École de travail social, UQAM. C'est pas fini. Chargé de projet, accessibilité des services en violence conjugale pour les femmes et les enfants en situation d'handicap. Et ce, dans le regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Exactement. Oui. Organisatrice communautaire Centre des femmes de Longueuil. Où je suis revenue, en fait, maintenant. Donc, Tes premiers amours. oui, mes premiers amours, je suis revenue à mes premiers amours dans les centres de femmes. C'est incroyable. Retour aux sources. Oui, exactement. Donc, ben, tu sais, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la concertation, de la mobilisation. Tu l'as nommé un peu tout à l'heure. Tu sais, mon parcours a été vraiment dans cette perspective-là où j'adore en fait qu'on travaille au niveau de la mobilisation. Il y a tellement d'enjeux sur lesquels on veut travailler, notamment les violences faites aux femmes. Ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément touchée, mais qu'on a vécu collectivement. Puis je voulais justement qu'on puisse avoir un rapport de force justement pour lutter contre les violences faites aux femmes. À travers mon parcours, puis là, ça date, tu as parlé de mon baccalauréat en travail social, j'ai fait mon stage dans un centre de femmes, j'ai été impliquée dans des organisations féministes par la suite.
Puis c'est ça, par la suite, ben, je voulais justement avoir cette perspective-là de mobilisation, mais toujours avoir un pied sur le terrain. Donc, tant au niveau de l'intervention, les groupes de soutien, moi, je suis une personne qui croit énormément fondamentalement aux groupes. Parce que tu parlais tout à l'heure de libérer la parole. Oui. Quel merveilleux espace dans des groupes, justement, de pouvoir libérer notre parole et de pouvoir justement s'entraider, donc d'avoir une aide mutuelle justement entre femmes. C'est pour ça que justement dans mon parcours que tu as lu, c'est beaucoup au niveau des concertations parce que justement, quand j'ai fait mes années plus en intervention au début de mon bac, justement au niveau dans les centres de femmes, dans les maisons d'hébergement aussi. Par la suite, je voulais aller plus creuser au niveau des concertation mixte, aussi au niveau du développement social, au niveau du développement communautaire, pour me rendre compte, puis en 2 ans, là, j'ai fait 6 emplois, là, pour vous donner quand même une idée que je me cherchais quand j'ai quitté le Centre des femmes de Longueuil, pour me rendre compte finalement que j'étais juste bien à la maison, puis que c'est dans les milieux des centres de femmes, dans les milieux féministes que je me sens le mieux. Puis c'est surtout dans une perspective de gestion collective, participative, où on va travailler ensemble collectivement pour lutter contre les violences faites aux femmes, les différents systèmes d'oppression. Pour ça que depuis cet automne, en fait, je suis revenue au Centre des femmes de Longueuil. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, donc je me sens vraiment bien à ce niveau-là. Wow, j'adore ton parcours. C'est fabuleux. Et en fait, il reste une page. Oui, ben c'est ça, j'ai comme fait un C'est résumé de excellent. l'histoire. J'adore ça. Des fois, je suis timide dans mon propre podcast. Pas de souci, hein, on Chez est à la nous. maison. Ben oui. Sophie, tu as même été intervenante. Nouvelle étape, hébergement de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales. Intervenante Halte Femmes Montréal-Nord. Oui, qui est un centre de femmes aussi. Tu t'es promenée à Montréal, j'adore Ouais. ça. Animatrice, intervenante jeunesse, Centre communautaire Radisson. Administratrice, voyons, même. Annie. OK, hier soir, j'ai pratiqué ce mot-là, puis je l'avais toujours pas. Puis là, j'ai administratrice, Oui. le mot qu'on dit chaque matin. Chaque Notre matin. réveil, c'est ça qu'on dit. Mais oui, chaque lundi matin, je me réveille, puis je suis là, administratrice. Centre d'éducation et d'action de femmes de Montréal. Et là, on s'entend que c'est une liste non exhaustive là, de tes expériences. Et le coup de cœur que j'ai vu sur ton CV, je me suis dit, wow, as été administratrice et fondatrice au CALAX, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Longueuil. Exactement. Donc, en fait, le CALAX Longueuil est né il y a maintenant 3 ans. Et en fait, quand j'étais au Centre des femmes de Longueuil, ma première période où j'ai travaillé au centre, c'était de 2019 à 2022. On a parti un projet avec le Comité d'action féministe de l'agglomération de Longueuil, donc le CAFAL. Parce qu'on voyait que sur notre territoire, il manquait une ressource féministe pour lutter et en aide justement aux victimes d'agressions à caractère sexuel, un CALAX. Ça nous faisait, donc, que c'était assez horripilant, assez aberrant, en fait, que sur le grand territoire de l'agglomération de Longueuil, on n'ait pas de CALAX. Avec le CAFAL, c'est un projet collectif qu'on a mis en branle justement vers un CALAX à Longueuil. Et finalement, il a vu le jour, justement. J'étais administratrice fondatrice où justement, l'organisme a vu le jour. On a fait une assemblée générale de fondation. Je pense que maintenant, le CALAX Longueuil fait en sorte qu'on va pouvoir développer des services, on va pouvoir lutter contre les agressions à caractère sexuel sur notre territoire. Justement, c'est un projet qui m'a tenu énormément à cœur. C'est un bébé collectif, hein? Justement, on a mis au monde une organisation féministe qui répond aux besoins des femmes qui manquaient sur notre territoire. Pour moi, c'est un peu la preuve que quand on se mobilise collectivement, ensemble, on peut déplacer des montagnes, on peut faire avancer les choses. Puis on peut justement mettre en place des services qui répondent aux besoins criants
qu'on a sur notre territoire. Donc, je suis bien fière d'en avoir fait partie justement des administratrices fondatrices. Oui. Ah, ça me rend émue de savoir qu'un projet comme celui-là a vu le jour. Personnellement, même si j'ai pas été bénéficier des services spécifiquement, ça reste que c'est quelque chose de tellement wow de se dire ça fait partie de notre communauté, on fait Exact. ces choix-là Mhm. pour les femmes, puis leur bien-être, c'est vraiment touchant. Euh, Sophie, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu représentes à mes yeux la solution que je veux voir dans le monde en lien avec le fléau des violences face aux femmes. J'en parle mon latin. Et les 12 jours d'action, c'est aussi mettre en lumière les solutions. Ma solution s'appelle Sophie Tétron-Martel. Bienvenue au podcast Le Céline Show! Ben, merci, Selena. Puis j'ajouterais en fait que, ben, tu sais, tu disais la solution, là, puis en même temps, tu sais, pour moi, en fait, une solution collective, puis tout ce que tu as lu, mettons, tant au niveau de mon CV, de mon parcours, ben, je serais pas là, j'aurais pas fait toutes ces actions-là, ces implications-là, si j'avais pas rencontré des femmes merveilleuses dans mon parcours, des personnes qui m'ont challengé, qui m'ont amené à différentes visions. Donc, tu sais, je veux dire, ce CV-là pourrait durer des pages et des pages si je pouvais remercier toutes les personnes qui, dès mon enfance, dès mon parcours scolaire, dès justement mes études, mon parcours professionnel, qui sont venus justement consolider, qui sont venus challenger mes idées, puis c'est justement, c'est ça la beauté des mouvements collectifs, puis justement des mouvements féministes, c'est justement, on est tous ensemble, on est des femmes qui se tiennent et qui voulons avancer pour les droits des femmes, pour lutter contre les oppressions, pour lutter contre le patriarcat, pour lutter justement contre les différentes discriminations que l'on vit au quotidien. Donc, pour moi, c'est également c'est mon CV personnel, mais pour moi, c'est avant tout un parcours collectif dans ma vie. Donc, J'adore tes choix de mots, c'est hyper inspirant, Sophie. Merci. Sophie, intervenante communautaire. Là, j'ai préparé des questions parce que les personnes qui savent, j'aime préparer des questions. Selon toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui découvrent à l'instant même l'existence des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes? À quoi ça sert? Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, ben, ça fait bien longtemps que ça existe, mais avant tout, en fait, c'est un 12 jours pour se remémorer des événements qui se sont passés. Les 12 jours finissent le 6 décembre, qui est en mémoire, en fait, de l'attentat antiféministe qu'il y a eu à Polytechnique. Mais durant ces 12 jours-là, c'est là qu'on peut visibiliser en fait les différents types de violences que les femmes vivent au quotidien. Puis quand on parle de violence conjugale, violence sexuelle, violence économique, violence en fonction des différentes discriminations que les femmes vivent. Donc, par exemple, si on parle des femmes issues de l'immigration, les violences du système qu'elles vivent comme demandeuses d'asile, comme personnes justement immigrantes, le racisme qu'elles vivent. Justement, les femmes en situation de handicap. On parlait, j'ai travaillé au regroupement des maisons d'hébergement sur la question d'accès aux services pour les femmes en situation de handicap. C'est toujours une préoccupation que les maisons d'hébergement, que les centres de femmes se questionnent toujours pour faire en sorte que nos services soient accessibles. Donc, les 12 jours d'action, c'est un moment où on peut visibiliser les luttes qui se font, qui se sont faites, qui se font en ce moment, puis les luttes qui restent à faire, parce que justement, on est dans une société toujours patriarcale, toujours dans une société où le capitalisme règne, justement, on est toujours dans une société où les différents systèmes d'oppression nous atteignent. On voit la question de la violence économique, je l'ai nommé, on est dans une situation où il y a de plus en plus de femmes précaires qui vivent des situations intenables, qui font en sorte que leur situation économique fait en sorte qu'elles
qu'elles vivent différents types de violences à la croisée des oppressions. Donc, c'est le temps, en fait, de pouvoir visibiliser ces violences-là, mais de dire, bien, il nous reste tellement de chemin à faire, il faut se mobiliser, il faut se concerter ensemble, pour continuer. Puis, tu sais, c'est 12 jours d'action, mais c'est 365 jours par année qu'il faut lutter contre les violences faites aux femmes aussi. Oui. C'est un moment pour les visibiliser, mais dire que le travail se fait au quotidien aussi. Wow, ça me touche tellement ce que tu partages, puis ton choix de mots, là, c'est... Je te soutiens tellement dans la façon dont tu partages pour les 12 jours d'action. Merci. Je pense que c'est aussi justement beaucoup des femmes autour de moi, dans l'organisme où je travaille, justement, qu'on partage cette vision-là aussi. C'est un choix collectif aussi Oui. d'utiliser ces mots. D'un côté, je te sens vraiment remplie d'humilité, puis de l'autre, je sens aussi que chaque moment, tu reconnais la force du groupe, la force d'impact de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble Oui. pour les causes. Et à quoi peut-on s'attendre pour la programmation des activités au Centre des femmes de Longueuil? Durant les 12 jours d'action qui commencent aujourd'hui, évidemment, nous, durant ces 12 jours, on a des activités d'éducation populaire au Centre des femmes. Que les membres, les participantes peuvent participer, justement, que ça soit justement en lien avec le 6 décembre, que ça soit justement en lien avec différents types de violences que les femmes vivent aussi au quotidien. Il y a des activités d'éducation populaire, des dîners d'actualité. Nous aussi, quand on Centre des femmes de Longueuil, on fait partie de concertation, notamment avec la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, qui sort aujourd'hui, en fait, le 25 novembre, leur grande campagne. La prochaine est encore en vie. On va justement se mobiliser à ce niveau-là. On va mobiliser nos membres, on va faire en sorte que justement les femmes puissent voir, visualiser cette merveilleuse campagne-là. Et justement, aussi, on est dans les concertations, on est avec la table de concertation en violence conjugale et violence sexuelle de l'agglomération de Longueuil. Et en fin de compte, il y a un événement qui va se passer le 6 décembre aussi, qui a été impliqué des femmes du centre, justement pour parler des différents types de violences à travers justement tout le volet artistique. Donc, de pouvoir un spectacle qui va avoir lieu le 6 décembre aussi. Justement, il y a différentes actions au Centre des femmes de Longueuil, puis on le fait en concert avec nos alliés sur le territoire aussi pour avoir une belle programmation, pour faire en sorte justement qu'on puisse en parler durant les 12 jours d'action. Oui, le Centre des femmes, j'y étais une fois aux portes ouvertes. J'étais timide d'y aller, mais je connaissais personne. Puis, ben, à ce moment-là, tu n'étais pas encore revenu travailler. C'était comme il y a Un un an et quelques. Mais qu'est-ce que tu dis à des femmes que ça serait la première fois qu'ils vont au Centre des femmes, puis ils savent pas trop à quoi s'attendre? Est-ce qu'il y a un coût à débourser? Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'ils vont se faire poser des questions? Ben, en fait, c'est une très bonne question. Ça me permet de parler. Ça Oui. mange quoi en hiver, un centre des femmes? Centre des femmes de Longueuil, c'est un milieu de vie par et pour les femmes. Où il y a toujours un lieu d'accueil. Justement, il y a toujours une intervenante qui peuvent vous rencontrer, puis que ce soit au niveau de différents enjeux que vous vivez. Nous, on a vraiment une approche globale. Donc, on prend les femmes comme elles sont, si elles vivent un enjeu de séparation, des différents types de violences, logement, par exemple. Il y a toujours un lieu d'accueil à ce niveau-là. C'est un milieu de vie, ça ressemble vraiment à une maison. Oui, c'est vrai ça. Justement, il y a tout un espace où il y a une bibliothèque féministe qu'on peut emprunter des livres quand on est membre. Il y a un café Internet, les femmes peuvent venir justement faire des recherches, imprimer certains documents et tout ça. Et on a justement une programmation d'activités. Donc, tant des activités d'éducation populaire, tant des activités justement d'ateliers pour briser l'isolement, donc jaser entre femmes, des ateliers de bricolage, des ateliers, divers ateliers. Et on a aussi des groupes de soutien. Donc, nous, on a 2 groupes de soutien en ce moment. Le groupe de soutien au niveau de la séparation. Donc, pour les femmes qui vivent
qui ont vécu ou qui se questionnent au niveau de la séparation. Donc, c'est un groupe de soutien justement qui permet aux femmes de libérer leur parole, mais aussi de justement se partager leur expérience et obtenir certains outils peut-être justement pour leur réflexion, tant au niveau de leur défense des droits aussi. Et on a un groupe de soutien pour les femmes qui ont des comportements violents aussi. Donc, qui permet justement aux femmes de voir justement l'impact des gestes qu'elles posent et de pouvoir voir justement comment elles peuvent justement changer leur comportement à ce niveau-là. Donc, on a deux groupes de soutien aussi. Au Centre des femmes, en fait, on peut être participante et membre. Donc, en fait, quand on devient membre au Centre des femmes, on remplit une fiche, mais justement, il y a un coût de 5 pour l'année pour avoir le droit justement à la programmation, avoir le droit à la bibliothèque féministe que je parlais, pouvoir utiliser le café Internet et tout ça. Donc, il y a un coût annuel, puis ça nous permet aussi aux femmes d'être membres, de pouvoir participer à notre assemblée générale annuelle, participer aux différentes activités, d'avoir l'information des activités qui vont avoir lieu durant l'année. Donc, puis c'est ouvert vraiment à toutes les femmes de tous les âges, de tous les horizons. Donc, justement, on est un milieu trans-inclusif aussi. Donc, pour nous, c'est hyper important justement à ce niveau-là. Donc, vous pouvez venir taper Centre des femmes de Longueuil. Je mettrai justement les différentes ressources et les liens justement peut-être en dessous du podcast, en fait. Donc, pour que les femmes puissent venir, justement, on est ouverte à tout. Merci pour la description du Centre des femmes. C'est incroyable. Puis le sentiment que j'ai eu là, quand j'y étais pour la première fois, c'est dans l'optique où j'avais eu accès, ou il y a 10 ans de ça, à un tel environnement. Je crois que j'aurais vécu vraiment différemment les, les épreuves que j'ai traversées en tant que femme. Puis, dans le sens que je savais que ça existait, ça reste que je savais pas, bref, je sens que ça peut faire un grand impact. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont l'élan, vraiment, Sophie accueille très bien. Puis mes collègues aussi, hein, Oui. autant au centre des femmes, justement, Oui. on a cette perspective-là que d'accueillir les femmes, justement, comme elles sont. T'sais, on a cette perspective d'intervention féministe, intersectionnelle. Elles arrivent comme elles sont, puis justement qu'on puisse, l'accueil est primordial chez nous. Donc, puis justement, que les femmes puissent savoir que c'est leur maison, c'est leur lieu de vie. Donc, qu'elles puissent en profiter puis pouvoir avoir cet espace-là. Puis les centres de femmes, de façon plus générale, je dirais, elles existent partout au Québec. Donc, puis c'est vraiment des lieux d'intervention, des milieux de vie, justement, par et pour les femmes. Donc, puis justement, on est un grand réseau qui nous permet de se solidariser aussi ensemble. J'adore ça. Ça brille dans tes yeux quand tu parles Ah. des sujets féministes. Mhm. J'adore. Oh, c'est ma question préférée, OK? Je t'écoute, je t'écoute. Ben, peut-être qu'à la maison, certaines personnes vont se demander, voyons, on est ici sur une application de rencontre, mais c'est pas ça. On est au podcast, le Céline Show. Sophie, comment tes parents se sont rencontrés? Ben, vous allez voir, ça va faire un lien quand même avec ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, mes parents se sont connus dans les années 80 dans le milieu de la restauration. Donc, mon père est cuisinier, ma mère est serveuse. Ils se sont rencontrés au restaurant Les Filles du Roi, donc qui n'existe plus, mais qui était un restaurant assez prisé justement dans le Vieux-Montréal avant. Ils se sont rencontrés au restaurant et justement, ben là, c'est ça, vous allez dire peut-être que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Mais justement, ma mère était présidente du syndicat, donc du syndicat qui allait se mettre en branle. Les années 80 ont été une période assez
houleuse et combative justement pour les syndicats de la restauration. Donc, il y avait beaucoup de démarches pour syndiquer ces milieux-là qui étaient très peu rémunérés, qui n'avaient pas des bonnes conditions de travail, que les femmes vivaient énormément de harcèlement aussi dans leur milieu de travail, de la part de clients, de la part, il y avait vraiment un contexte qui permettait de se mobiliser pour avoir des meilleures conditions de travail. Donc, mes parents ont parti un syndicat ensemble, justement, aux Filles du Roi, et ils se sont pas lâchés depuis ce temps-là. Donc, c'est vraiment je pense que la mobilisation était là même avant que je sois, je pense à ma conception. Et c'est ça, donc ça a toujours fait partie un peu de nos discussions. C'est quand je parlais de justement les personnes qui ont fait en sorte que je sois la militante, l'intervenante que je suis. Ma mère, justement, comme présidente du syndicat, ben, elle était aussi présidente de l'Association des travailleurs et travailleuses à pourboire. Elle a été en commission parlementaire pour parler justement des conditions vraiment abjectes que les personnes travailleuses de pourboire, justement, avaient, le harcèlement qu'elles vivaient aussi. Elle avait vécu énormément de sexisme dans l'Assemblée nationale, justement. Ben, c'est juste des femmes qui travaillent là-dedans. Donc, il y a eu vraiment des comportements très sexistes. On était dans les années 80. On espère que ça a changé, mais il y a quand même des choses. On sait qu'il y a toujours des choses à changer. Justement, j'ai été baignée, en fait, dans cet espace de mobilisation-là, dans ce féministe-là aussi, pour la défense des droits des femmes. La défense des droits des femmes aussi dans des conditions précaires. Les serveuses, le milieu de la restauration, c'est un milieu très, très disons, difficile, très, très engageant aussi, pas avec toujours des bonnes conditions de travail, donc justement, puis très terrain aussi. Donc, disons, mon appétit dans ma vie de mobilisation, de concertation, mais aussi de travail terrain, de reconnaître en fait l'expertise, puis l'expérience en fait de vécu expérientiel des personnes qui travaillent sur le terrain et qui le savent comment ça marche. On peut parler des apartés, mais justement, dans notre milieu en santé et services sociaux, les personnes sur le terrain qui sont préposées aux bénéficiaires, qui sont infirmières, qui voient sur le terrain qu'est-ce qui ne marche pas, puis que par la suite, ben, on voit des Top Gun en Santé Québec qui vont dire voici comment ça marche, mais qui ne vont pas chercher l'expertise et l'expérience des personnes sur le terrain et qui auraient des solutions concrètes à amener. Justement, moi, ça a toujours été, puis ça fait partie de mon ADN, en fait, de pouvoir dire, ben, c'est les personnes sur le terrain. Et dans le féminisme, c'est la même chose. C'est les personnes qui vivent à la croisée des oppressions, qui vivent les enjeux, qui le savent, c'est quoi leur expérience. Il faut les écouter, il faut les entendre. Quand on met en place un milieu de vie, je parlais où je travaille au Centre des femmes, mais nous, c'est important que les membres, que les personnes avec qui on intervient, ben, nous disent justement c'est quoi nos lacunes, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites, pour qu'on puisse construire un milieu de vie qui répond réellement aux besoins des femmes. Donc, pour ça aussi que le milieu communautaire, c'est un milieu que j'adore parce qu'on part de la base. On n'est pas justement dans des hautes sphères et tout ça. On part de la base pour amener les femmes, dans le contexte justement des centres de femmes, à faire en sorte qu'elles puissent avoir du pouvoir d'agir tant individuel que collectif. Donc, j'ai fait un grand aparté, mais ça faisait bien du sens, la question de Tinder des années 80 de mes parents. Ça fait tellement de sens et j'adore l'histoire d'amour de tes parents et tu le racontes tellement bien. Tes parents ont créé un syndicat et ça l'a donné Sophie. Et voilà. Attention, je dévoile un scoop. Un grand scoop. Attention pour les franco-anxieux, je vais dévoiler une révélation choc, en fait. Nous allons recevoir dans un futur podcast, attention, Affine Loi-Lalica, et elle est conseillère municipale de la ville de Longueuil, responsable de plusieurs dossiers, dont conditions féminines. Et Sophie, question de cuisiner un peu cette future invitée exceptionnelle, j'ai envie de te demander, quelle question aimerais-tu lui poser?
Il y aurait tellement de questions à ce niveau-là. Je pense que justement, tu sais, sachant la question de la condition féminine à Longueuil, il y a beaucoup, on le sait, j'en parlais tout à l'heure, il y a des luttes qui se sont passées, il y a des luttes qui se font présentement et il y a des luttes aussi à venir. Je pense qu'en ce moment, justement, il y a eu beaucoup d'avancements dans les 4 dernières années, justement, avec l'administration en place. Justement, c'était pendant ces années-là qu'on a mis en place le CALAX à Longueuil. Donc, ça a été durant ces années-là aussi où, au Centre des femmes, on a un projet, en fait, pour les produits menstruels durables. Oui! D'ailleurs, justement, si vous avez besoin de produits hygiéniques menstruels durables, vous pouvez aller voir sur notre site Internet au Centre des femmes. Justement, vous pouvez avoir un remboursement de 50 à 75 justement de vos achats. Donc, c'est en partenariat avec la Ville de Longueuil qu'on a pu avoir ce projet-là, mais qui fait en sorte justement de mener la question de la précarité menstruelle, justement, et faire en sorte qu'on puisse utiliser tant dans une question de conscience environnementale, des produits d'hygiène menstruelle durable. Donc, ça, c'est un super beau projet qu'on a mis en place aussi dans les 4 dernières années. Donc, tu sais, il y a des avancements qui ont été faits, puis je pense qu'on veut juste continuer à avancer. Et en ce moment, je dirais que les prochaines années, on entend beaucoup, puis on le voit beaucoup sur le terrain, en fait, les enjeux au niveau de la sécurité des femmes, les enjeux au niveau du sentiment de sécurité, et que ça soit au niveau du harcèlement de rue, que ça soit au niveau, justement, dans les autobus, que ça soit au niveau, justement, dans différentes sphères de la vie. Et je nommerais aussi et surtout, surtout, tous les enjeux sont importants, mais dans la question du logement. Oui. Les femmes, justement, vivent différemment. On vit toutes en ce moment la crise du logement. Les femmes le vivent différemment aussi, notamment en lien avec leur sentiment de sécurité dans leur logement, notamment au niveau des situations de violence qu'elles vivent dans leur logement, mais que dans le contexte de la crise du logement, ben, je veux dire, elles se retrouvent dans une situation intenable de devoir quitter et se retrouver dans la rue parce qu'il n'y en a pas de logement, ou bien justement de rester dans des situations de violence. Puis on ne devrait jamais devoir rester dans des situations de violence. On devrait toujours avoir justement cette porte de sortie-là. Et dans un contexte où on voit, malheureusement, cette année, on s'en va vers une année record au niveau des féminicides. On s'en va aussi dans des années records au niveau des appels à SOS violence conjugale. On s'en va vers des années où les violences envers les femmes sont décuplées. Puis il faut mettre en place des solutions concrètes à ce niveau-là. Donc, peut-être dans les questions que je poserais, c'est justement dans le plan d'action, dans les visions, les promesses aussi qui s'en viennent, parce qu'on s'en va vers une année électorale en 2025. Quelles solutions concrètes la Ville de Longueuil veut mettre en place pour justement permettre le sentiment de sécurité des femmes et la sécurité des femmes dans la Ville de Longueuil. Puis comment en fait compte travailler avec les organismes partenaires sur le terrain. On travaille déjà, je le nommais, le Centre des femmes en partenariat avec la Ville de Longueuil dans différents projets, mais comment mettre en place des solutions concrètes, terrain, qui vont avoir un impact sur la vie des femmes, justement, à ce niveau-là. Fait que je nommerais ça aussi. Aussi dans les futurs, dans les questions hypothétiques, on a un conseil des Montréalaises, justement, à Montréal. Est-ce qu'on pourrait penser avoir un conseil des Longueuilloises, donc justement, où les femmes seraient entendues, puis que les enjeux, en fait, qui découlent du terrain, de ce que les femmes vivent, puissent être entendus, notamment au niveau de la représentativité des femmes en politique. Je pense qu'en ce moment, on a un conseil qui est très représentatif. Oui. Ça, c'est un grand plus, mais comment on peut mettre en place des solutions pérennes parce qu'un conseil, il y a des élections qui s'en viennent, peut changer.
Donc, est-ce qu'on peut se donner justement des balises claires, puis faire en sorte que, par exemple, avec un conseil de Longueuiloise, avec une demande de représentation au niveau des femmes qui soit pérenne et non pas renouvelable aux 4 ans durant les élections, mais que ça soit une vision à long terme pour que justement, tant la présence des femmes, tant puis qu'on puisse lutter concrètement et de façon pérenne contre les violences faites aux femmes aussi. Je vois tes paroles en ce moment, puis ça me rend émue encore une fois parce que tu nommes tellement bien les sentiments. Et pour donner un exemple, quand je me promène à Longueuil, où j'ai une activité de prévue à tel endroit spécifique, que je sais que je vais prendre l'autobus, selon l'heure qui va être, je vais possiblement choisir tel autobus et non tel autre. Je vais aussi choisir l'arrêt d'autobus que je vais prendre précisément parce que si tu as un arrêt d'autobus qui est comme reculé, que c'est comme une cabine qui est entourée d'arbres puis qui est peu éclairée, je vais marcher plus loin pour éviter d'aller prendre cette cabine-là. Puis après ça, c'est tellement du cas par cas de je vais tourner à ce coin de rue-là, je vais changer de trottoir. C'est tellement des mini détails. Ça reste que c'est dans ma charge mentale. Totalement. Ça m'occupe. C'est un des points majeurs de quand je choisis mes activités. Puis en lien avec le logement, pour avoir vécu une tentative oups! Oups! Je m'en vais, je peux pas le dire. C'est encore autant, là. J'y vais dans pas long, là. Ça. Pour avoir vécu quelque chose de pas clair qui ressemble à ce qu'elle t'a dit. Et après, pour avoir vécu une reprise de possession de logement, que le 21 décembre, il y a 2 ans, j'ai reçu une lettre qui dit je dois quitter. Et après ça, quand je choisis mon nouveau logement, ben, pour ma part, je veux pas de rez-de-chaussée, pas de sous-sol. Je veux un endroit que les gens, je vais me sentir en sécurité. Mais en même temps, c'est épeurant parce que j'ai mon sentiment d'hypervigilance dû à d'autres événements qu'il y a eu. C'est un casse-tête. Alors, je suis de tout cœur avec les personnes qui vivent ces mêmes sentiments et tu as tellement bien illustré. Et là, on est connectés, d'accord, parce que là, vous allez peut-être vous dire, ben voyons, c'est préparé. Ça n'est pas préparé. Non. J'ai bien écrit ici, moi-même te le faire lire, surtout que je suis en train de chercher la question. Ah oui, c'est là ce que je n'avais pas souligné. Que manque-t-il à Longueuil pour que les femmes se sentent davantage en sécurité? Ben, totalement. C'était pas préparé, hein? Je vous dis. Mais ce que tu nommais aussi sur ton sentiment de sécurité au niveau des autobus, ça, il y a des études qui ont été faites justement que les femmes n'occupent pas la ville comme les hommes. Justement parce que, justement, on choisit notre trajet en fonction justement de l'éclairage, en fonction de justement les autobus, en fonction de... Donc, il n'y a pas une occupation totale, alors que justement, si on est dans un si on était dans un système, on était justement dans une société égalitaire, je veux dire, on occuperait l'espace de la même façon. Donc, c'est justement pour montrer que le système d'oppression patriarcale est toujours présent, puis que, au Centre des femmes, on a fait, il y a plusieurs années aussi, à chaque année, des marches exploratoires pour dire, hey, à tel endroit, il y a telle lumière qui est pas allumée, tout ça, mais, tu sais, puis on envoyait, en fait, nos constats justement à la ville pour nommer justement le sentiment de sécurité puis les changements qui doivent être faits. Mais il faut avoir une lettre justement d'analyse différenciée des sexes. Donc justement, ben, en fonction des femmes, comment elles se sentent, les femmes âgées, comment elles se sentent, des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant, est-ce que justement elles peuvent se promener un peu partout? Je veux dire, il y a tous ces enjeux-là aussi qu'il faut garder en tête quand on conçoit un espace. Tu parlais de justement le sentiment de sécurité pour que les femmes soient en sécurité. Bien, il faut qu'elles puissent se promener pleinement, justement, librement dans leur ville. Puis on est loin de ça encore, même s'il y a des changements qui se font à compte-gouttes, mais il faut avoir une analyse globale, une approche globale, puis se dire, ben voici tout ce qu'il va falloir faire en priorité
à moyen, à long terme pour que les femmes se sentent justement libres de circuler où elles veulent. Puis je parlais de la question du logement, tu sais, je veux dire, il y a toute la notion aussi, on le sait que c'est les femmes qui vivent le plus gros fardeau fiscal, justement, sur les épaules au niveau de la pauvreté. La féminisation de la pauvreté, c'est les femmes, souvent les mères monoparentales, les femmes âgées aussi. Justement, la crise du logement touche tout le monde, mais elle touche davantage certains groupes de population, notamment les femmes, notamment les personnes issues de l'immigration, parce que, évidemment, aussi, il y a du sexisme, il y a du racisme. Dans un contexte où il n'y a pas de logement, bien, il y a aussi des tactiques de la part de propriétaires, justement, de faire en sorte de je veux telle personne et tout ça. On le voit, je veux dire, dans les collaborateurs, dans les partenaires qu'on a, on a le comité logement. Pour nous, la question du logement est prioritaire aussi. Puis on le voit, les femmes aussi au centre des femmes, est-ce qu'elles nous nomment? Je parlais au niveau de prendre des décisions en fait impossibles, au niveau de vivre une situation justement de violence, mais comme de se trouver un proche logement, de ne pas avoir de place en maison d'hébergement, nous, en fait, on travaille avec les femmes pour justement qu'elles puissent avoir justement un sentiment de sécurité, mais quand tu es dans des situations où tu te sens impuissante comme ça, ben justement, c'est très difficile d'avoir un sentiment de sécurité. Tu as l'impression de passer à travers les mailles du filet. Par contre, justement, ben, c'est en travaillant collectivement qu'on va faire en sorte qu'on va raffermir ce filet de sécurité-là. Donc là, pour l'instant, sur le coup, bien évidemment, on va prendre on va avoir une approche globale, on va faire comme, ben il y a telle solution à court terme et tout ça, ben tu sais, pour venir nous voir par la suite, puis on va trouver d'autres solutions. Mais je veux dire, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de logements sociaux. Il faut faire en sorte justement qu'on puisse avoir justement un registre des loyers au niveau des prix, une fixation de prix aussi, pour justement avoir une approche qui fasse en sorte que les propriétaires ne se sentent pas le roi et maître justement du logement, parce que le logement est un droit. Donc, dans un contexte de crise du logement qui ne fait qu'augmenter, ben malheureusement, le logement devient quasiment un privilège et non, c'est un droit. Puis c'est là où il faut continuer à lutter, se concerter ensemble pour apporter des solutions concrètes. Oui, et tu as nommé quelque chose qui m'interpelle beaucoup, qui est le filet social. Le comité logement Rive-Sud, que j'ai eu accès à leur service lorsque je vivais et reprise de possession de logement. Ce sont des étoiles. Tu as nommé le Centre des femmes. Il y a plusieurs organismes, donc je vais mettre plusieurs références en barre info aussi. Et Sophie, puis-je te nommer quelque chose d'illégal que j'ai fait en lien avec le droit au logement? Vas-y. Des fois, c'est dans l'illégalité qu'on retrouve notre pouvoir d'agir. Hein? Des fois, là, je dis ça, mais tu sais. OK. J'ai été faire un numéro d'humour sur le droit au logement sur la scène du Bordel Comedy Club et j'ai fait mon numéro sans punch. C'est très illégal. Si vous allez au Bordel Comedy Club, apportez-vous des punchs. C'est pour les personnes qui veulent voir mon numéro. Pas drôle, rendez-vous au Gang Show. Mais en même temps, je suis sûre qu'il y a des aspects hyper intéressants justement dans ton numéro. Je veux dire, on parle de punch, mais en même temps, je veux dire, la réalité de la crise du logement, je veux dire, c'est tellement quelque chose qui touche beaucoup de monde. On en parle de plus en plus. Donc, je suis sûre que tu as touché beaucoup de personnes dans ton numéro, même sans punch. Ben, c'est sûr que j'ai touché les juges. Ils ont été scandalisés par l'absence de punch. Ça s'appelle une façon de toucher, hein? C'est une façon. Là, ça reste que mon numéro est rendu vintage parce que c'était avant la loi, justement, que là, maintenant, la session de bail. Écoutez,
On partira pas là-dessus, m'a viré, m'a commencé à faire des punchs pas drôles. Ben, allez voir l'épisode du Gun Show que je parle des réductions. Sophie, là, là, c'est le moment fictif, OK, tout le monde? Écrivez-nous pas pour faire nous aussi, on veut ça. C'est fictif. Je te remets 53 milliards de dollars. Quel projet mets-tu en place pour les droits des femmes? Hey boy, 53 milliards. Ben, on s'entend que je ferai en sorte que tous les organismes féministes aient les sous pour faire en sorte de pouvoir faire pleinement leur mission. Donc, justement, au niveau des droits des femmes, ben, faire en sorte que, justement, ben, tu sais, que ça soit, je parlais du Centre des femmes de Longueuil, mais que tous les centres de femmes, toutes les maisons d'hébergement, toutes les CALAX puissent faire leur mission de façon pérenne. Donc, je pense qu'il faudrait faire en sorte d'avoir pas juste un coup d'argent. Tu sais, un des enjeux qu'on vit beaucoup dans le milieu communautaire en ce moment, c'est justement, on a un financement global, donc à la mission, qui est très, très peu indexé ou très, très peu augmenté, ou même pas augmenté, en fait, ou de façon dérisoire. Puis en fait, mais il y a plein, plein d'appels de projets. Mais ça, des appels de projets, ça, on fait en sorte qu'on a plus de réduction de compte à faire, c'est un projet de X temps, alors que les besoins sont criants sur le terrain. Donc, je ferai en sorte que justement tous les organismes féministes puissent avoir des sous à la mission. Donc, pour les 100 une prochaines années ou jusqu'à ce qu'on abolit le patriarcat. Donc, on s'entend qu'on va se donner ce minding-là jusqu'à l'abolition du patriarcat. Oui. Puis, ben, je ferai en sorte que justement de voir sur le terrain, notamment, une des choses qui manque aussi sur le territoire de Longueuil, mais qui manque aussi sur les différents territoires, c'est des maisons d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance, donc des maisons vraiment non mixtes, pour que les femmes puissent se sentir en sécurité, puis qu'elles puissent avoir un espace à elles. On parlait de crise du logement, la crise de l'itinérance est aussi un enjeu majeur. On le voit, les organismes justement qui interpellent le gouvernement au niveau de la crise de l'itinérance en ce moment, qui manque toujours des lits. Puis au niveau de la défense des droits des femmes, ben, c'est justement de faire en sorte que les femmes aient des endroits de safe space, des endroits, un milieu de vie sécuritaire pour elles. Puis justement, ben, ça permettrait justement d'avoir des lieux sécuritaires pour elles. Je pense qu'il y aurait beaucoup de bâtiments aussi de maisons d'hébergement en violence conjugale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a maintenant moins d'un an, mais justement, tu avais le gouvernement de la CAQ qui disait que les maisons d'hébergement coûtaient trop cher la porte. Ben, avec 53 milliards de dollars, je pense qu'on va en construire justement des maisons d'hébergement. Mais en même temps, c'est toujours un piège parce que justement, ça devrait être le gouvernement qui investisse là-dedans. Donc, moi, je serais très contente de pouvoir donner ça pour les maisons d'hébergement, pour faire en sorte qu'on puisse avoir les constructions qui sont en ce moment sur papier, mais que parce qu'il n'y a pas de financement, justement, qu'on puisse les avoir. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne justement uniquement du privé qui mette de l'argent, même si on a bonnes intentions. C'est une responsabilité gouvernementale et de santé publique que toutes et tous puissent être en sécurité puis puissent avoir un logement, un toit au-dessus de leur tête. C'est ça. Peut-être que faire des actions qui permettraient aussi au gouvernement qui prenne ses responsabilités. Hein? Tu sais, des fois, les actions, ça coûte des soucis. Je dirais pas mal ça, mais je suis sûre que je pourrais avoir différentes idées dans les prochains temps. C'est validé. Je te remets l'enveloppe budgétaire dès que j'ai ça sur un coin de table. Sophie, je t'admire vraiment et à mes yeux, tu représentes ce filet social que j'éprouve de personnes de confiance autour de moi, que je peux me confier, que je peux me référer, si je vis une situation, je sais que tu vas m'accueillir et je le souhaite tellement à
à chacun et chacune d'entre nous ce sentiment-là de se sentir bien entouré. Et j'ai envie de te demander, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais pour comme avoir ce sentiment de légèreté? Parce que tu es vraiment beaucoup dans le militantisme, dans les actions. Et qu'est-ce qui te fait plaisir comme activité au quotidien? Ah, ben, il y a plein de choses qui me font très plaisir. Je pense que tu parlais de filet social, ben, je le construis aussi ce filet social-là avec les autres. Donc, d'avoir des personnes autour de moi que de savoir qu'on puisse accueillir, mais qu'on va se faire accueillir aussi. Puis, ça, c'est hyper précieux. Puis, au quotidien, ben, moi, j'ai une passion secrète pour le hockey. Donc, Pour vrai? une passion secrète. Là, il y a du monde qui le savent aussi. Je pensais en faire. Non, 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 tu regardes. je regarde OK, le hockey. là, je t'imaginais avec Le grand le masque. masque de gardienne de but avec le bâton, là. J'ai joué un peu quand j'étais jeune, mais j'ai jamais été très bonne sur des patins non plus. OK. Mais j'adore regarder le hockey aussi. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Tant le Canadien que justement notre super équipe féminine maintenant à la Victoire de Montréal. Puis ça, c'est une des choses aussi qui m'interpelle beaucoup, la présence des femmes justement dans l'univers sportif. Justement, puis de reconnaître en fait leur travail. Puis ça, on voit les inégalités sont immenses, là, justement, tant au niveau des salaires, tant au niveau de justement comment on les voit aussi. Je suis hyper fière qu'on ait maintenant une super équipe, la Victoire de Montréal. C'est une passion. Je lis beaucoup. Je veux dire, pour moi, en fait, il y a beaucoup de questions de passion qui est d'aller voir des manifestations, ben, d'aller participer à des manifestations. Puis ça fait partie de mon quotidien aussi. Puis c'est de pouvoir faire des alliances aussi sur des sujets que je ne connais pas parce que, je veux dire, on est bien, je veux dire, pour moi, l'évolution, justement, ben, il y a des choses que faut que je me confronte et tout ça. Donc, des fois, quand je vois des mobilisations que je n'ai pas vues, mais je vais aller participer. Donc, ça fait partie de mon quotidien aussi. Mais c'est ça. Donc, mes passions, passion pour mon chat aussi. Donc, Mouchou, je suis Oh! une cat lady pleine et entière. Allô, chou! Oui, à Mouchou. Mais c'est ça. De prendre soin, en fait, des personnes autour de nous. Moi, je pense que une des choses, justement, tu parlais de l'accueil, Oui. mais pour moi aussi, on est dans une société, on parlait de la crise du logement, on est dans une société de multiples crises en ce moment. C'est difficile des fois de justement pas se laisser pas envelopper, là, mais justement envahir, disons, voilà le mot, envahir par tout ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est important de prendre position par rapport justement aux différents sujets, mais de faire en sorte de prendre soin de nous collectivement, Oui. justement, tant dans notre famille, si c'est possible, nos amis, nos proches, justement, puis d'avoir ce cercle-là qui nous fait du bien pour pouvoir justement par après militer, se mobiliser, se questionner, se challenger. J'appelle un peu à comme avoir cette bienveillance-là, en fait, en tant qu'être humain, de personne humaine. On parlait de crise de l'itinérance aussi. Je veux dire, moi, je travaille à Longueuil, je vis à Montréal aussi. Justement, on le voit de plus en plus, de personnes à l'extérieur, des personnes justement qui n'ont pas de toit. Je veux dire, la bienveillance, c'est aussi de justement d'aller vers l'autre. Quand on se sent en sécurité, évidemment, là, mais tu sais, d'aller vers l'autre parce que justement, le filet social est comme tellement troué en ce moment. On est en train de le repatcher entre organismes, entre justement collègues, mais il faut le repatcher aussi individuellement dans notre bienveillance, puis dans notre, justement, d'aller vers l'autre. Je veux dire, c'est aussi ça, tu sais, si on, tu sais, je veux dire, je sais que justement, je vis des choses, mais je suis aussi énormément privilégiée dans la vie d'avoir justement ce cercle de confiance-là. Ben, avec ces privilèges-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour aller vers l'autre?
Puis pour moi, c'est hyper important justement de penser à ça. Puis moi, une des choses qui me fait du bien, c'est justement d'avoir ce lien-là avec l'autre. Puis de faire en sorte de créer un sentiment de sécurité autour de nous. Si on l'a pas à l'extérieur, de pouvoir le créer entre nous. Ça, c'est une des choses qui me passionne dans la vie. Sophie, je réitère que je t'admire tellement et je rêve du moment où tu vas avoir dans une plateforme connue à la radio, à la télé, la chronique de Sophie Ah parce ben là. que tu as vraiment l'intelligence émotionnelle, tu as les études universitaires, tu as l'expérience sur le terrain, les expériences d'emploi incroyables. Tu as vraiment dans ta personnalité tout ce qu'il faut pour se sentir bien, puis on le sent dans l'énergie que tu dégages. Je dis oh, même si je suis tout seul. Ben, le chat est dehors là-bas, là, mais je le sens dans le commenter. Puis c'est tellement émouvant. Puis j'ai une question qui est peut-être pour moi-même ou si d'autres personnes le vivent. Les 12 jours d'action, ça peut être beaucoup d'émotions Mhm. à vivre. Puis oui, c'est beau de se retrouver en groupe puis de vivre Ouais. certains événements. Ça reste que, est-ce qu'on peut vivre les 12 jours d'action sans participer à aucun événement parce qu'on n'a pas la disponibilité psychologique pour ça? Mhm. Et si oui, comment on peut les vivre sans se sentir envahi par des Mhm. émotions difficiles? Mais totalement, puis tu sais, c'est dans cette bienveillance-là, dans cette attitude humaine-là, tu sais, je veux dire, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, ça peut ramener, comme tu dis, tu sais, certaines émotions où on est en train de vivre, certaines émotions aussi. Oui, Puis je pense qu'on peut tu sais, on peut se mobiliser aussi directement. On peut avoir un petit lampion qu'on allume chez nous, puis qu'on sait que c'est pour nous, en fait, ben, pour nous, puis pour toutes les femmes, justement, il y a eu des violences. On peut aussi, justement, partager certaines choses, justement, dans notre cercle plus restreint. Sur les 12 jours. On peut justement se faire du bien aussi durant les 12 jours d'action. oui, C'est important. Mais tu sais, c'est important de savoir que justement, tu sais, des fois, on a l'impression d'être tout seul à crier, à se mobiliser. Puis moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont chez elles, qui voudraient se mobiliser, mais que pour X raisons, c'est plus difficile. Mais je sais qu'elles sont avec nous. Puis je le dis souvent à des femmes qui ne peuvent pas venir à une telle mobilisation ou qui me disent j'aimerais ça, mais tu sais, je me sens. Fait comme, ben, tu vas être avec nous en pensée. Puis moi, oui, en fait, comme qu'est-ce qui me donne cette force-là, c'est de savoir justement que toutes les femmes, quand on va à des mobilisations, sont elles qui pensent à nous, qui ont leur lampion, par exemple, qui sont en deuil aussi, parce que, comme je disais, on est dans une année malheureusement record au niveau des féminicides. Il y a tout, tu sais, quand il y a un féminicide, il y a toute une famille, toutes des proches qui sont en deuil, les voisins, voisines. Je veux dire, c'est extrêmement difficile, mais on est toutes là pour elles. Donc, c'est ça, c'est être là pour elles. Puis de savoir qu'on puisse. C'est ça qui me donne cette force-là, c'est de savoir que comme ben, il y a des femmes qui sont chez elles, qui auraient peut-être voulu être là, qui ne veulent pas être là, mais qui justement pensent à nous, ben, c'est ça qui me donne cette force-là, de continuer à me mobiliser. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt, mais je me sens privilégiée de pouvoir comme prendre cette parole-là puis de me mobiliser, parce que c'est pas tout le monde qui peut se mobiliser non plus. Donc, il faut avoir comme cet espace-là aussi, puis de savoir que comme, en effet, durant les 12 jours, ben, on peut faire des actions individuelles qui vont nous faire du bien, puis qui vont avoir un lien aussi avec la sororité qu'on veut oui. créer durant les 12 jours. Ah, ça résonne tellement ce que tu partages. Puis une fois, j'avais prévu aller à une manifestation avec une amie, puis elle m'avait dit que finalement, elle allait pas venir, elle se sentait pas capable, c'était trop Mhm. d'émotions pour elle. Puis simplement le fait de savoir que elle serait venue Mhm. à y croire, ben,
justement, j'ai amené un peu d'elle avec moi dans l'événement. Mhm. Puis ça m'a fait du bien parce que c'est comme si j'ai son appui à elle. Puis là, je vais rejoindre d'autres femmes. Ouais, Puis les larmes me semi-montent aux yeux, puis ouais, ça redescend. Je sais pas. C'est que je sens tellement toute ta sensibilité. Puis c'est comme si parfois on vit des événements, tu sais, des événements de violence. Puis là, on essaie de réguler, puis c'est un défi. Puis là, c'est comme si on le tasse un mhm, peu. Puis là, quand je sens toute ta sensibilité, c'est comme si ça m'aide à venir comme extérioriser, mhm. réguler comment je me sens. C'est pour ça que je trouve qu'être entourée de personnes qui sont douces, qui sont bienveillantes, puis parfois, là, ça peut juste être est-ce que j'attends qu'on aille prendre une marche ensemble, là? Ouais, C'est aussi simple que ça, ou on peut faire une petite jasette au téléphone ouais, ou envoyer une exact. photo cocasse puis un petit mot personnalisé. Mhm. Euh, Totalement. oui. Mais c'est justement ça, tu sais, la bienveillance, l'empathie, l'écoute aussi, parce que c'est surtout ça, en fait, c'est d'avoir une écoute attentive, justement, autour de nous. Donc, de créer cet espace-là, en fait. Puis, tu sais, moi, je dirais aussi, c'est de pas, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on va déranger la personne parce que, justement, tu sais, on vit quand même dans une société aussi très individualiste, on est dans une société où justement tout va vite aussi. Mais tu sais, je veux dire, des fois, c'est justement de d'oser, justement, tu sais, quand il y a une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles, justement, d'essayer d'oser aller vers la personne. Puis si la personne n'est pas dans la réceptivité, puis que, mais c'est correct, tu sais, je veux Mhm. dire, mais tu sais, je veux dire, faut oser aussi, tu sais, nos voisins, voisines autour de nous, je veux dire, les personnes qui sont dans le cercle, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on crée des filets de sécurité sociale aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, le communautaire, c'est comme ça qu'il a commencé à être créé, c'est par la communauté, c'est par la base, c'est par des assemblées de cuisine, justement, de personnes locataires qui se sont rassemblées puis qui se sont dit, hey, t'as pas d'allure, qu'est-ce qu'on vit? Ben, on va aller cogner à nos voisins et voisines pour comme se faire collectivement. C'est comme ça s'est créé. Donc, tu sais, pour regagner un peu cet espace-là ou avoir cette bienveillance-là d'aller voir une personne, hey, j'ai vu que tu n'allais pas très bien, est-ce que tu vas en parler? La personne ne veut pas, c'est correct, mais la personne va savoir que comme on s'est préoccupé Oui, d'elle. juste de poser la question. Exact. Et si je puis me permettre un petit moment, segment confidence, Mhm. euh, segment confidence Oui. de cette cuisine. Mhm. Dans les derniers mois, j'ai eu certains moments où je me sentais moins bien, puis au point où j'ai pas été à environ deux, trois rencontres de club de lecture. Et j'adore le club de lecture auquel je participe. Puis il y a une des membres, mais on est des amis de club de lecture. Mhm. Là, je dis ça pour un certain décorum. Elle m'écrit ah, ben, tu sais, je veux pas comme. Tu sais, je sens qu'elle veut pas me déranger, elle veut juste savoir comment est-ce que ça va. Tu sais, ça fait comme deux, Mhm. trois fois que t'es pas venu. Puis elle me l'a écrit aussi qu'elle voulait pas sentir comme comment ça se fait, t'es pas là, mais juste comme elle se préoccupe. Puis tu sais, j'ai pas dit à ce moment-là que je me sentais pas bien nécessairement. Juste de savoir qu'elle ait pris le temps de m'écrire, ça m'a vraiment touchée. Ouais. Puis il y a une autre personne dans le groupe qui m'a dit ah, on se demande si tu vas bien, tu sais. Tu sais, juste de sentir. Puis ou ça peut être tellement quelque chose de vraiment symbolique de juste faire comme une pensée pour la Ouais. personne. Ça Totalement. m'a vraiment touchée. Puis là, je vous rassure, je suis revenue à mon club de Mhm. lecture chaque, Mhm. chaque mercredi de telle, telle semaine. J'avais au club et là, je leur ai expliqué. Je me sentais moins bien, j'avais besoin d'être dans ma Mhm. bulle. Puis, il y a une autre personne qui m'a dit ah, j'ai pensé t'écrire, puis je vais pas te déranger. Ouais. Ben, tu sais, j'ai dit, ben, t'es la bienvenue, tu sais, Ouais. si, Mhm. fait, allez-y, tu Ouais, sais, oser, tu sais, je veux oui, dire, ça. Puis, tu sais, moi, ben, c'est dans un autre contexte, mais ça me fait penser aussi.
au Centre des femmes quand la pandémie est arrivée, justement en avril, mai, mars-avril, mai 2020. Nous, ça a été important pour nous d'appeler toutes les femmes, en fait, tous les membres du centre, puis juste pour voir en fait comment elles vont, parce que on vivait quand même une situation exceptionnelle, on vivait une situation aussi justement où ben, on se retrouvait chez nous sans nécessairement d'activité. Puis, nous, par après, on a commencé à faire des activités sur Zoom et tout ça. Mais pour nous, ça a été vraiment important de faire ça. Parce que, ben, on sait, des fois, on connaît un peu la vie des femmes qui viennent au centre, mais d'autres fois moins, où on ne sait pas justement s'il y a eu des changements brusques dans les derniers temps. Fait que, je veux dire, justement, d'avoir simplement ces appels-là, justement, de comment ça va et tout ça. Puis, ça fait partie aussi de justement la création du filet social. Puis, ça aussi, ben, durant la pandémie, puis là, on a l'impression, ben, on est sorti, on est en 2024, on s'en va vers 2025, mais la réparation du filet social, je veux dire, il n'y a pas eu tant de choses qui ont, il y a eu des choses qui ont changé, mais des fois, pas dans le bon sens, ou fait que, de continuer quand même à avoir cette préoccupation-là, justement, de comme d'aller vers l'autre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment fondamental parce que justement, il y a toute cette notion-là, justement, de comme de cassure, de fracture qui est encore là. Donc, puis qu'on puisse aller justement se rassurer ou comme, mais tu sais, c'est pas tant pour nous, c'est plus de savoir comment l'autre va, tu sais, d'aller vraiment vers l'autre. Oui. Donc, c'était hyper important. Sophie, Hmm. dis-moi un top 3 des victoires à tes yeux pour les droits des femmes. Et boy, un top 3. T'es pas préparé, Ah non, ça, c'est hein? ça. J'ai pris de cours. Top 3. Au niveau des droits des femmes dans les dernières années. Comme tu veux. OK. Ben, c'est sûr que justement, ben, je vais pas y aller vraiment dans un 2 3 mais je parlais tantôt justement de la mise en place d'un CALAX. Je pense Oui. que, je veux dire, sur le territoire de Longueuil, je pense que ça a été vraiment au niveau des droits des femmes, mais justement des services, justement au niveau des femmes sur le territoire. Moi, je pense aussi qu'il y a il y a eu les élections américaines dans les derniers temps, mais il y a eu une mobilisation aussi qui se fait en ce moment au niveau du droit à l'avortement. Pour ne pas trop retourner en arrière. Pour moi aussi, c'est pas nécessairement une victoire proprement dit, mais de voir la mobilisation qui se fait en ce moment, Oui. je veux dire, puis qu'il faut justement avoir une solidarité monstre. C'est la solidarité que moi, je trouve qui est une immense victoire, en fait. Puis il faut perdurer, en fait, cette solidarité-là aussi. Euh, Sinon, mon Dieu, on m'a pris de cours. J'adore prendre de cours mes invités. Mais, Affine, attention, on arrive. Tu vas être avec moi. Je t'amène avec moi, tu vas être là, ben oui, même psychologiquement. mentalement. Je pense qu'au niveau des victoires, justement, au niveau la reconnaissance des violences faites aux femmes dans les derniers temps, au niveau de la mobilisation qui s'est faite. Pour moi, c'est pas tant des victoires parce que, en ce moment, malheureusement, on est quand même dans un moment charnière où il faut beaucoup visibiliser les violences faites aux femmes, les différents droits faits aux femmes. Je parlais des élections américaines, mais je veux dire, il y a les élections aussi canadiennes qui s'en viennent. Il y a tout plein, il y a un contexte aussi où le droit des femmes est menacé. Puis pour moi, en fait, il y a eu des victoires, là, je veux dire, il y a eu des luttes victorieuses justement pour les femmes. Mais en ce moment, en fait, ce que je vois comme grande victoire, c'est justement qu'on puisse se tenir ensemble, puis la mobilisation, puis la sensibilisation qu'on fait en ce moment, puis qu'il ne faut jamais lâcher, en fait. Puis de dire en fait qu'on ne peut pas dire que des droits sont acquis parce que justement, il suffit d'un petit mouvement aussi pour que les enjeux soient menacés. Oui. Je cite très librement Simone de Beauvoir, mais justement,
faut toujours être vigilante, mais il faut aussi, puis surtout cultiver notre solidarité, puis de voir comment on peut travailler ensemble, justement. Puis, tu sais, je parle tant au niveau individuel quand on est dans l'intervention, parce qu'on travaille justement avec les femmes en intervention, dans les groupes de soutien, dans la mobilisation, dans la concertation. Ça va être très important dans les prochains temps. Puis je pense que surtout dans ce début des 12 jours d'action, ben, faut savoir qu'il va falloir rester se solidariser. Puis parce qu'on est dans une société très polarisante qui dit, ben, il y a nous et il y a les autres. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut célébrer nos diversités. Il faut faire en sorte justement qu'on puisse travailler ensemble. Puis cette société-là, justement, qui veut polariser en fait le débat, ben, on peut tomber là-dedans, justement, malheureusement assez facilement parce que les médias n'aident pas. Ils sont aussi très polarisants, justement, entre le nous et les autres. Mais il faut construire, en fait, un ensemble, vraiment ensemble, puis célébrer nos diversités, en fait. Donc, tu sais, dans les victoires aussi du féminisme, j'aimerais justement cette approche-là au niveau de l'intersectionnalité pour célébrer nos diversités, puis que je pense que ça va être d'autant plus important, en fait, de le mettre de l'avant dans les prochains temps. Merci tellement, Sophie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je célèbre la victoire, que tu sois présente, que tu libères la parole, que tu nommes tout. J'en perds mon latin encore une fois. Sophie, je t'admire, OK? Ben, moi aussi, Céline, et vraiment. Je t'admire énormément. Je suis vraiment contente d'avoir été avec toi aujourd'hui. Je sais que nos routes vont se recroiser Oui. à moult reprises. Oui, et pour terminer, il y a une personne qui a envie ici de te dire des mots très importants. Et attention, c'est roulement de tambour. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, veut te dire, ouvrez les guillemets, l'engagement de femmes comme Sophie fait toute la différence pour une communauté. C'est une figure précieuse pour le mouvement féministe de notre région et elle inspire les femmes à se mobiliser à leur tour. Grâce à sa vision et à son leadership, ce sont toutes les femmes de Longueuil qui avancent ensemble. Elle a une façon très ouverte et empathique d'influencer les décideurs dont je suis et nous savons qu'elle sera toujours au rendez-vous pour veiller au grain dans un esprit de collaboration. Mon Dieu! Sophie, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, pour vrai, Sophie Tétrault-Martel, je veux que tu aies une plateforme, un micro sur les plateaux de tournage partout au Québec. Sophie Tétrault-Martel, on applaudit. Merci d'avoir assisté au podcast Le Selena Show. Merci, Selena.